n'a été atteint et pourtant le monde est plongé dans un chaos que rien ne justifie. M. Trump n'est pas un homme de paix, c'est un homme de déstabilisation du monde. Voulu que vous sachiez, c'est que pendant qu'il tendait la main à Pékin pour stabiliser le Moyen-Orient, la Chine, dans le même instant, signait dans l'ombre un pacte militaire et technologique avec l'Iran, comme si Washington n'existait plus. Et ce que je vais vous montrer dans les prochaines minutes va vous faire comprendre pourquoi ce moment précis pourrait bien être celui où l'Empire américain a commencé à perdre la guerre qu'il croyait déjà avoir gagnée. Avant de poursuivre, si vous souhaitez suivre l'actualité géopolitique de près, abonnez-vous et donnez-nous votre opinion en commentaire. Reprenons notre décryptage. En effet, des rapports concordants, issus de sources israéliennes, américaines et qataries, confirment que pendant que Trump négociait en public avec des représentants chinois sur la stabilisation de la crise au Moyen-Orient, la Chine envoyait en parallèle des signaux très différents à Téhéran. Pas des signaux diplomatiques, des signaux militaires, des composants technologiques, du matériel à double usage, des drones, des systèmes satellitaires, du renseignement militaire, des chaînes industrielles capables de soutenir un conflit pendant des années, pas des semaines. Comprenez ce que cela signifie concrètement. Trump pensait tenir la Chine par les rênes en pressant l'Iran. La logique de Washington était simple, presque naïve. 80% du pétrole iranien exporté depuis l'île de Karg part vers la Chine. Donc si on frappe l'Iran, on frappe indirectement la Chine. Donc la Chine va coopérer. Donc la Chine va freiner l'Iran. C'est ce que Washington croyait. C'est ce que Trump croyait. Mais voilà le problème fondamental avec ce raisonnement. La Chine l'avait anticipé des années à l'avance. Les stratèges de Pékin ont une façon de fonctionner que les administrations américaines successives n'ont jamais vraiment intégrée. Ils pensent à 10 ans, à 20 ans. Pendant que Washington réfléchit en cycles électoraux de 4 ans, Pékin réfléchit en décennies. Et depuis des années, il se posait une question très précise. Et si un jour les États-Unis décidaient de fermer le détroit d'Ormuz, par où transitent 80% des exportations pétrolières iraniennes à destination de la Chine, qu'est-ce qu'on ferait? La réponse n'était pas de paniquer. La réponse était de rendre l'Iran suffisamment fort pour que ce scénario devienne trop coûteux pour Washington. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Pékin a commencé à envoyer vers l'Iran des technologies dites à double usage. C'est là que l'histoire devient vraiment dangereuse parce qu'on ne parle pas de tanks ou d'avions de combat, des choses qu'on peut intercepter ou sanctionner facilement. On parle de convertisseurs électriques, de semi-conducteurs, de capteurs de précision, de systèmes électroniques qui, sur le papier, servent à fabriquer des téléphones portables, mais qui, dans les mains des ingénieurs iraniens, deviennent des composants essentiels pour assembler des drones, Shahed, des missiles et des systèmes de surveillance militaire de nouvelle génération. Sans ces composants chinois, l'Iran ne serait pas capable de produire ses essaims de drones. Sans ce soutien technologique, l'Iran ne pourrait pas développer ses missiles hypersoniques. Et sans les missiles hypersoniques iraniens, il n'y aurait pas cette réalité embarrassante pour le Pentagone. Les États-Unis, avec tout leur budget militaire colossal, avec Lockheed Martin, Raytheon et des décennies de recherche en défense, n'ont toujours pas de missiles hypersoniques opérationnels. L'Iran, lui, en a. Réfléchissez à ça une seconde. Voici ce que les données révèlent vraiment sur la capacité industrielle chinoise, et c'est probablement la partie la plus inconfortable de cette analyse pour quiconque croit encore à la domination américaine incontestée. Pendant des décennies, les grandes entreprises américaines ont délocalisé leur production vers la Chine. La logique était purement financière. Pourquoi payer un travailleur américain 15 à 20 $ de l'heure quand on peut produire en Chine pour une fraction de ce coût, puis revendre aux États-Unis avec une marge multipliée par 100 ? Wall Street était ravi. Les actionnaires s'enrichissaient. Et pendant ce temps,
les chaînes de production physiques américaines se vidaient lentement, silencieusement, irrémédiablement. Aujourd'hui, savez-vous où sont fabriqués les composants d'un iPhone? En Chine. D'un MacBook? En Chine. D'une Tesla? Les batteries? En Chine. De pratiquement l'ensemble des grandes marques de la Silicon Valley? En Chine. Les États-Unis conçoivent, la Chine fabrique. Et pendant longtemps, cette division du travail semblait acceptable, presque confortable pour Washington. On gardait la propriété intellectuelle. Tous les objets offerts par la partie chinoise. La Maison-Blanche a ordonné à la délégation américaine dirigée par Donald Trump ainsi que les services de sécurité de jeter tous les objets et cadeaux fournis par la partie chinoise. Le Pentagone estime qu'il s'agit d'une mesure de sécurité visant à éliminer tout risque d'espionnage chinois. Tous les objets ont été jetés dans une grande poubelle située au pied de la passerelle de l'avion présidentiel Air Force One, juste avant le décollage. La délégation américaine voulu que vous sachiez, c'est que pendant qu'il tendait la main à Pékin pour stabiliser le Moyen-Orient, la Chine, dans le même instant, signait dans l'ombre un pacte militaire et technologique avec l'Iran, comme si Washington n'existait plus. Et ce que je vais vous montrer dans les prochaines minutes va vous faire comprendre pourquoi ce moment précis pourrait bien être celui où l'Empire américain a commencé à perdre la guerre qu'il croyait déjà avoir gagnée. Avant de poursuivre, si vous souhaitez suivre l'actualité géopolitique de près, abonnez-vous et donnez-nous votre opinion en commentaire. Reprenons notre décryptage. En effet, des rapports concordants, issus de sources israéliennes, américaines et qataries, confirme que pendant que Trump négociait en public avec des représentants chinois sur la stabilisation de la crise au Moyen-Orient, la Chine envoyait en parallèle des signaux très différents à Téhéran. Pas des signaux diplomatiques, des signaux militaires, des composants technologiques, du matériel à double usage, des drones, des systèmes satellitaires, du renseignement militaire, des chaînes industrielles capable de soutenir un conflit pendant des années, pas des semaines. Comprenez ce que cela signifie concrètement. Trump pensait tenir la Chine par les rênes en pressant l'Iran. La logique de Washington était simple, presque naïve. 80% du pétrole iranien exporté depuis l'île de Karg part vers la Chine. Donc si on frappe l'Iran, on frappe indirectement la Chine. Donc la Chine va coopérer. Donc la Chine va freiner l'Iran. C'est ce que Washington croyait. C'est ce que Trump croyait. Mais voilà le problème fondamental avec ce raisonnement. La Chine l'avait anticipé des années à l'avance. Les stratèges de Pékin ont une façon de fonctionner que les administrations américaines successives n'ont jamais vraiment intégrée. Ils pensent à 10 ans, à 20 ans. Pendant que Washington réfléchit en cycles électoraux de 4 ans, Pékin réfléchit en décennies. Et depuis des années, il se posait une question très précise. Et si un jour les États-Unis décidaient de fermer le détroit d'Ormuz, par où transitent 80% des exportations pétrolières iraniennes à destination de la Chine, qu'est-ce qu'on ferait? La réponse n'était pas de paniquer. La réponse était de rendre l'Iran suffisamment fort pour que ce scénario devienne trop coûteux pour Washington. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Pékin a commencé à envoyer vers l'Iran des technologies dites à double usage. C'est là que l'histoire devient vraiment dangereuse parce qu'on ne parle pas de tanks ou d'avions de combat, des choses qu'on peut intercepter ou sanctionner facilement. On parle de convertisseurs électriques, de semi-conducteurs, de capteurs de précision, de systèmes électroniques qui, sur le papier, servent à fabriquer des téléphones portables, mais qui, dans les mains des ingénieurs iraniens, deviennent des composants essentiels pour assembler des drones, Shahed, des missiles et des systèmes de surveillance militaire de nouvelle génération. Sans ces composants chinois, l'Iran ne serait pas capable de produire ses essaims de drones. Sans ce soutien technologique, l'Iran ne pourrait pas développer ses missiles hypersoniques. Et sans les missiles hypersoniques iraniens, il n'y aurait pas cette réalité embarrassante pour le Pentagone. Les États-Unis, avec tout leur budget militaire colossal, avec Lockheed Martin, Raytheon et des décennies de recherche en défense,
n'ont toujours pas de missiles hypersoniques opérationnels. L'Iran, lui, en a. Réfléchissez à ça une seconde. Voici ce que les données révèlent vraiment sur la capacité industrielle chinoise, et c'est probablement la partie la plus inconfortable de cette analyse pour quiconque croit encore à la domination américaine incontestée. Pendant des décennies, les grandes entreprises américaines ont délocalisé leur production vers la Chine. La logique était purement financière. Pourquoi payer un travailleur américain 15 à 20 $ de l'heure quand on peut produire en Chine pour une fraction de ce coût, puis revendre aux États-Unis avec une marge multipliée par 100 ? Wall Street était ravi. Les actionnaires s'enrichissaient. Et pendant ce temps, les chaînes de production physiques américaines se vidaient lentement, silencieusement, irrémédiablement. Aujourd'hui, savez-vous où sont fabriqués les composants d'un iPhone ? En Chine. D'un MacBook ? En Chine. D'une Tesla ? Les batteries en Chine. De pratiquement l'ensemble des grandes marques de la Silicon Valley ? En Chine. Les États-Unis conçoivent. La Chine fabrique. Et pendant longtemps, cette division du travail semblait acceptable, presque confortable pour Washington. On gardait la propriété intellectuelle,